Une action est-elle morale et juste, sous prétexte qu'elle profite au plus grand nombre? Voilà un sujet intéressant qui est traité par beaucoup de films et de séries en tout genre, sans réellement parvenir à trouver une réponse juste. Et c'est tout à fait normal puisque cette question relève de nombreux points importants à analyser. Lorsque le docteur de la série Doctor Who remonte le temps et se retrouve face à ce chancelier allemand ayant causé la mort de millions d'humains, il pourrait très bien agir en conséquence et en terminer avec l'occupation. Pourtant, c'est là que se pose notre problématique. Provoquer la mort de Hitler, un être humain aussi abject soit-il, serait-elle une action morale? Question totalement hypothétique étant donné que le voyage dans le temps relève de théories de la physique très complexes et qu'il ne s'agit absolument pas de notre sujet. Il n'empêche que cette question n'est pas simple. En effet, par la présente, vous pourriez sauver la vie de milliers de personnes, mais cela rendrait-il votre geste moral? Par morale, je veux bien sûr parler des principes éthiques qui interviennent dans une justice et dont l'exercice demande l'équité entre chaque individu. Mais là encore, la justice semble parfois plutôt subjective. En effet, chacun possède son point de vue plus ou moins bon sur la manière d'être juste et équitable, et surtout sur la manière de faire régner la justice. Prenons l'exemple le plus présent au cinéma, le super-héros. Si nous observons bien, chaque super-héros a sa propre définition de la justice et de comment agir. Ce n'est pas pour rien que des conflits secrets et qu'une civil war se déclenche chez les Avengers. De plus, leur conception de la justice est elle aussi différente de celle mise en place par l'État et le gouvernement. C'est pour ça que Spider-Man a été considéré comme une menace ou un mercenaire dans un bon nombre de ses aventures. Mais alors, comment pouvons-nous concrètement répondre à cette question? Afin de réussir au mieux, je vous propose de reformuler notre problématique et en nous recentrant sur un sujet plus précis avec des exemples en adéquation avec celle-ci, nous pourrons essayer de nous rapprocher d'une réponse. Pour la suite de cette vidéo, nous nous concentrerons sur le sujet des différents super-héros et leur rapport à la justice, l'éthique et la morale. En intégrant ces critères au sujet de base, nous pouvons reprendre notre sujet pour le poser de la façon suivante. Les actions d'un super-héros deviennent-elles morales et justes sous prétexte de servir le bien commun? En 2016, un film de super-héros interpelle le spectateur en mettant en opposition deux types de justice. Et c'est en analysant chacun de ces justiciers que nous allons tenter de répondre à cette question. Dans les minutes qui suivront, nous allons parler de Batman vs Superman, l'aube de la justice, de Zack Snyder dans la Director's Cut. Le regard à l'horizon, un journal sous le bras ou tout simplement en marchant dans la rue, les habitants de Metropolis ne s'attendaient pas à voir apparaître le plus grand symbole de force de notre ère. Un mouvement aérien les surprend, trop petit pour être un avion, trop gros pour être un oiseau. Non, il s'agit là du vaillant surhomme qui les protège du mal, Superman. Imaginé par le scénariste John Siegel avec l'aide du dessinateur Joe Shuster en 1933 à Cleveland, Ohio, il apparaît pour la première fois aux yeux du monde dans le tout premier comic book Action Comics. Et c'est grâce à sa popularité énorme et très rapide que les aventures de Superman viendront effacer tous les autres héros du magazine. Au fil des années et des aventures, il se trouvera des antagonistes de légende comme l'effroyable Lex Luthor, et on découvrira l'origine de ses pouvoirs dans son sang kryptonien. Superman est un symbole de stabilité, grand, beau et fort, travailleur pour le Daily Planet et super-héros qui ne se laisse jamais avoir par les tracas du quotidien. Avec un tel personnage grandissant au fin fond des États-Unis, on nous présente une figure idéaliste de l'américain modèle se battant pour son pays. Le fils de Krypton a vécu de nombreuses aventures jusqu'à aujourd'hui, en traversant les âges des comics mais aussi au travers des émissions radio, des adaptations animées ou des séries et des films. Il fera la rencontre de beaucoup d'ennemis mais aussi de beaucoup d'amis, avec Lois Lane par exemple, avec qui il va créer une relation très étroite. Parmi ses amis, il développe des relations très proches avec certains, bien que leur vision des choses soit totalement différente, et c'est le cas d'un autre héros à qui il va se confronter avant de s'allier. Et c'est assez logique étant donné les opinions très tranchées d'un certain Chevalier Noir. Le silence ne tombe jamais dans les ruelles de Gotham. Le crime résonne entre ses murs et le son des sirènes de police n'y change rien. Au milieu d'un parking, une transaction a lieu. Des hommes armés se font face près d'un camion. Soudainement, la lumière s'éteint et les coups de feu retentissent. Les délinquants tombent les uns après les autres. Une chose se déplace dans l'obscurité et alors que la lumière revient, laissant apparaître les corps inertes des hommes, la chauve-souris s'est envolée. C'est en 1939, dans les pages du 29e numéro de Detective Comics, que l'homme chauve-souris connu sous le nom de The Batman apparaît pour la première fois. Créé par Bill Finger et le dessinateur Bob Kane, il se démarque très vite de son camarade à la cape qui fait un carton à l'époque en étant aux parfaites antipodes dans son comportement. Batman est un humain, un simple mortel parmi les mortels qui se bat pour la vengeance. Chevalier de l'ombre agissant en toute discrétion sous le masque de la chauve-souris, il est rapidement devenu une figure du héros torturé par son passé. Héritier orphelin en détresse, cherchant à exterminer le mal des rues de sa ville, il est guidé par une soif de vengeance constante. Il devra rapidement faire face à certains des antagonistes les plus célèbres et les plus sombres du monde du comic book, à commencer par la folie furieuse du clown connu
sous le nom du Joker. Batman a longuement évolué et a eu le droit à beaucoup de versions et d'adaptations comme son collègue de toujours. Entre les films plus ou moins bons et les séries animées, le Bat en a vu de toutes les couleurs. Pourtant, il y a un point sur lequel il a toujours eu des problèmes, c'est sa relation avec le fils de Krypton. De son côté, Zack Snyder est un scénariste, réalisateur et producteur américain débutant dans l'univers de la pub. Il se fera un chemin jusqu'au sommet de Hollywood grâce à ses premières critiques élogieuses, notamment pour Dawn of the Dead ou 300. Au fil des films, il parviendra à s'inscrire comme un grand réalisateur et sera choisi pour le reboot des aventures de l'Homme de Fer par Warner Studios. C'est suite à l'échec de Superman Return et le succès de Batman Begins de Christopher Nolan, venant débuter la trilogie du Chevalier Noir, que le studio va se lancer dans un nouveau projet qui verra le jour plusieurs années plus tard. Alors que les aventures du Dark Knight prennent fin et que le public est au rendez-vous dans les salles pour voir le nouveau Man of Steel, Snyder planche déjà sur la suite. Et pour marquer un grand coup, il va récupérer une idée qui traîne dans les couloirs de Warner depuis un bon moment. Ainsi, à la surprise générale, il va décider de mettre en scène l'affrontement ultime. C'est le face-à-face de la puissance divine et de la pensée humaine qui sera présenté, le choc de deux antithèses et de deux schémas de pensée bien distincts. C'est alors qu'est projeté dans les salles obscures Batman vs Superman, l'aube de la justice. Batman vs Superman, l'aube de la justice est un film d'action américain, second volet de la trilogie réalisée par Zack Snyder. Il viendra se placer après l'excellent Man of Steel et avant l'horrible Justice League de Joss Whedon en 2017, avant d'être revu par son réalisateur original dans un Director's Cut nommé Justice League Snyder Cut. On découvre tout d'abord le personnage de Bruce Wayne, riche milliardaire sauvant les habitants de sa ville de la destruction, tandis que l'incroyable homme de fer se bat au mieux contre le général Zod, dernier kryptonien au penchant légèrement colonialiste envers notre planète. Témoin de la rage des dieux, celui connu dans l'ombre comme le Bat de Gotham commence à développer une haine envers celui qui se présente comme le nouveau héros de notre monde, persuadé que son pouvoir causera un jour la destruction de l'humanité tout entière. Ainsi débute la bataille des héros. Tandis que les deux agissent chacun de leur côté, c'est l'arrivée du redoutable Lex Luthor qui va réellement déclencher l'affrontement. Tous deux manipulés par le génie maléfique, ils entreront dans un combat sans merci pour des raisons différentes. Le premier défendant la survie de l'humanité et l'autre d'une seule être, sa mère Martha, kidnappée par les hommes de main de Luthor. Sous une pluie torrentielle, l'humain fait face au dieu. Malgré son entraînement, il n'y peut rien, l'homme venu d'ailleurs lui est supérieur. Pourtant, la richesse et l'ingéniosité du Bat lui offrent un avantage et c'est avec le travail de la kryptonite que l'humain va prendre l'ascendant. L'affrontement de l'humain Batman contre le dieu Superman n'est pas seulement un duel de force. Tout d'abord, c'est un combat d'enfants. C'est les deux durs de la grande section qui font la bagarre pour savoir qui est celui qui aura le contrôle sur la cour de récré. Ensuite, c'est un combat d'idiots. Bien que Superman cherche à créer un dialogue, il change rapidement d'avis. Or, c'est bien par la parole que chacun aurait pu désamorcer la situation. Et c'est ce qui arrive finalement lorsque Superman parvient à glisser un mot-clé alors qu'il s'approche doucement d'une mort certaine. Enfin, ce combat, c'est une mise en scène. Il s'agit d'un spectacle pour détourner l'attention des deux personnages les plus importants de la ville. Ainsi, Luthor peut tranquillement donner naissance au jugement dernier, l'effroyable Doomsday, sans avoir l'ombre d'une chauve-souris ou d'un surhomme pour l'en empêcher. Batman vs Superman représente le décalage entre ces personnages. Aucun des deux n'a tort dans ce conflit. Batman pense que l'homme de fer est dangereux pour son peuple à cause de sa trop grande force. Superman pense que Batman est un être violent et dangereux qui devrait être arrêté. Tous deux souhaitent la même chose, le bien-être des habitants de leur ville. Mais leur raisonnement et leur manière de faire la justice sont à l'aboutissement de deux réflexions différentes, théorisées bien avant leur propre conception. La morale et la justice sont des concepts complexes, mais lorsque la désolation de l'apocalypse s'abat, il est facile de trouver un terrain d'entente au nom de la paix. Avant de parler plus en détail de chacun de nos héros et d'analyser leur comportement, il est important de définir quelques termes nécessaires à la compréhension de notre problématique. Tout d'abord, nous questionnons les actes d'une personne dont la qualité est super-héros. Mais qu'est-ce qu'un super-héros? Et oui, même s'il est facile de les identifier, donner une définition concrète du terme super-héros n'est pas simple. Sachant que le nombre de personnages répondant à ce titre est très élevé et que chacun dispose de sa propre particularité. Je vous propose de ne pas approfondir ce terme ici et aujourd'hui et de rester simple. Un super-héros est tout d'abord une personne qui agit pour le bien des innocents. En a-t-on déjà vu se mettre à attaquer des civils sans raison? Pas s'ils sont totalement en possession de leurs moyens. Ensuite, un super-héros est un personnage possédant une double identité, secrète ou non, permettant de le distinguer du symbole qu'il représente. Enfin, le super-héros possède au moins une faculté peu commune, lui permettant de sauver des vies. En revanche, si l'on s'arrête sur ces termes, nous restons sur un sujet beaucoup trop large. En effet, les points soulignés peuvent parler de héros qui ne sont pas dits super. Par exemple, Zoro est un personnage possédant une faculté très rare, il manie le sabre comme personne, se cache sous
sous un masque pour garder son identité secrète et agit pour le bien des innocents. Cependant, vous le savez tout comme moi, Zoro n'est pas un super-héros. En réalité, définir ce terme est très complexe. Et comme ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je vous propose de le résumer ainsi. On qualifie de super-héros un être s'annonçant comme tel, doté d'une qualité remarquable et se démarquant de sa double identité par les valeurs qu'il symbolise en défendant le peuple. Maintenant, il est important de comprendre les notions plus philosophiques pour pouvoir continuer. Nous abordons ici le principe de la morale. Voilà des siècles que des philosophes se déchirent sur la question de ce qu'est la morale et de comment nous pouvons la définir. Platon voyait la morale comme une science du bien et du mal, quand Rousseau pensait que la morale était un sentiment inné chez l'homme, une sorte de force spirituelle du bien. Bien plus simple, le dictionnaire définit aujourd'hui la morale comme étant un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d'une certaine conception de la vie. Alors dans le but de simplifier notre développement, nous utiliserons cette dernière pour nous guider. Enfin, il ne nous reste plus qu'à définir ce qui est juste et plus particulièrement ce que représente la justice. Le principe de la justice est aussi un terme difficile à exprimer. Au Moyen-Âge, nous la considérions comme l'art du bon et de l'égal. Pour Socrate, la justice est faire le bien et ne dire que la vérité en étant juste. Mais le concept du juste est assez abstrait et nécessite une longue recherche avant de parvenir à la meilleure représentation. Nos personnages évoluant dans une société similaire à la nôtre, nous pouvons nous permettre de prendre comme définition les termes qui régissent notre monde. Ainsi, justice, du latin justitia, se traduit par qui est conforme à la loi. Le juste est un ensemble d'actes légaux et respectant les lois prescrites par les droits, quand la justice est un ensemble de lois visant à protéger les individus dans leur rapport entre eux. L'être humain est une petite créature fragile. Vivant sur une planète minuscule aux confins d'une gigantesque galaxie, les hommes avec un grand H affrontent paisiblement leurs conflits internes sans trop se soucier de ce qui pourrait venir de l'extérieur. Heureusement pour eux, un être semblable à leur peuple veille au grain. Un astéroïde ou un évadé de la zone fantôme, rien ni personne ne viendra saccager sa planète adoptive. Des yeux laser, une force surhumaine et la capacité à voler, c'est la lumière du soleil jaune qui brille dans nos cieux qui donne à Kal-El sa puissance. Aberration pour ses ennemis qui cherchent à le capturer et à en faire une créature de laboratoire, il est aux yeux du peuple à qui il vient en aide un véritable dieu vivant. L'intervention du héros est souvent comprise comme miraculeuse sur le fil du rasoir, juste avant qu'un désastre ne survienne, et il parvient à sauver la situation en un battement de cils. Vu comme un Hercule des temps modernes, celui qui arbore un symbole d'espoir sur sa poitrine est un sauveur de notre monde. S'il semble être un héros sans faille, son alter ego Clark Kent, qui se cache derrière une paire de lunettes, l'est beaucoup moins. Maladroit, perdu et toujours à respecter les ordres du patron au Daily Planet, il n'a pas meilleure couverture pour se cacher. En effet, rien de mieux que l'œil du cyclone pour éviter la tempête. Aidé par la femme de sa vie, l'incroyable Lois Lane, Clark Kent est le Superman, la représentation divine venant libérer l'humanité du mal et ramener la paix. Mais même s'il est un dieu parmi les hommes, cela lui donne-t-il tous les droits? Né sous le soleil rouge de Krypton, planète aujourd'hui détruite, Kal-El a eu la chance de tomber dans le champ de Jonathan et Martha Kent, alors encore nourrisson. Le couple vivant dans la petite ville de Smallville au Kansas accepte de recueillir et d'élever l'enfant comme leur fils, lui inculquant les vraies bonnes valeurs de l'américain modèle, prêt à tout pour son prochain et travailleur. C'est ce cadre qui lui permettra de devenir le super-héros de Metropolis. Mais encore une fois, défendre les valeurs de l'Amérique qu'il protège lui offre-t-il des droits divins? Superman est le parfait héros de Kant. D'après les pensées du philosophe et mis en relation avec les intentions du super-héros, les actions de Superman sont foncièrement morales. Partant du principe que le courage, la foi et l'intelligence ne sont bonnes que par l'usage que l'on en fait, l'être n'est ni bon ni mauvais. Ce sont ses valeurs et ses choix qui définissent sa qualité. Or, il nous parle de la volonté qui anime des actes. En effet, Superman est un héros par la pureté de sa volonté. La pensée kantienne raconte que la bonne volonté n'est pas lorsque l'on cherche à atteindre un objectif quelconque, mais bien lorsque celle-ci est guidée par le devoir. Pour en revenir à notre homme de fer, Superman semble bon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il agit par devoir et non conformément à un devoir. Sauver un avion du crash n'est pas une obligation légale, mais bien un acte qu'il exerce correspondant à sa propre morale, comme un devoir qu'il veut et non pas qu'il doit accomplir. De plus, le surhomme est partisan de la seconde chance. Évitant à tout prix le conflit, Clark Kent, malgré ses origines, est un humain. Il défend des valeurs et une justice humaine et se veut porte-drapeau du vigilantisme. Le combat n'est pas nécessaire pour lui, il a le dessus et l'aura toujours sur son adversaire. Partisan de la seconde chance, le criminel qui fuit ne sera pas poursuivi et devra de lui-même comprendre la chance qu'il a eue. Cependant, si une action réellement grave nécessite jugement, le Superman se montrera rude. Bien sûr en assommant seulement le criminel avant de le livrer à la police. C'est grâce à l'éducation qu'a reçue Clark Kent et à sa manière de penser que Superman est un héros dont la morale semble parfaite. Seulement
Seulement parfois, lorsque Lois Lane est en danger, il a tendance à oublier les autres civils qui l'entourent. Et malheureusement pour lui, c'est cette facilité à pouvoir sauver le monde en omettant certains détails qui lui fait défaut. En effet, qui est-il pour choisir qui sauver ou non? Superman est un héros du peuple capable de sauver l'entièreté du globe d'une possible invasion. Mais sa qualité de dieu humain, aussi bonne soit sa volonté, lui donne aussi la force d'amener notre monde à sa perte. Et c'est ce qui va le mettre en conflit avec son camarade de l'ombre. Malgré tout, peu importe ce que l'on pense de l'homme de fer, son apparition dans les moments difficiles de l'humanité apporte, comme l'indique le S sur son torse, l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Gotham City est corrompue. La pègre a pris possession de la ville depuis bien longtemps et la police n'est pas efficace. Le crime organisé règne sur les rues et rien ne peut entraver les trafics en tout genre qui se déroulent à chaque instant dans ces recoins les plus sombres. Pourtant, un homme, ou plutôt une chose, commence à faire le ménage dans tout ce tapage. À coups de mandales bien placées, de gadgets en tout genre et d'une classe à toute épreuve, l'être masqué se camoufle dans l'ombre, observe ses ennemis, attend patiemment l'infraction et leur fracasse le crâne. À la fois juge, jury et bourreau, la chauve-souris, le chevalier noir ou le bat de Gotham, comme il aime se faire appeler, tente de rétablir l'ordre dans la cité où il a grandi. Mais sa manière de faire est-elle réellement la meilleure? Celui que l'on connaît sous le nom de Batman se révèle être Bruce Wayne, un philanthrope milliardaire qui a subi les attaques de la pègre de plein fouet enfant lorsqu'il a été témoin de la mort de ses parents. Victime traumatisé par l'événement, il a pris la décision d'affronter sa peur et de la porter à bras le corps, tout comme le costume de chauve-souris sous lequel il se cache. Symbole d'une phobie pour lui et du jugement pour tous les malfrats croisant son chemin, il prend de la hauteur sur la ville qu'il protège à la nuit tombée, sans se rendre compte qu'il serait probablement plus efficace s'il agissait à pleine lumière. La façon de penser de Bruce Wayne et un entraînement intensif de la Ligue des Ombres le poussent à condamner les criminels dans l'instant. Cependant, le châtiment physique n'est peut-être pas la meilleure solution pour ramener le calme à Gotham. En effet, en détruisant chaque os du corps d'un simple sbire, Batman fait-il réellement la justice? Depuis toujours, le personnage de Batman semble avoir des problèmes avec le concept de morale. En effet, contrairement à son camarade extraterrestre, c'est la vengeance et la punition qui l'animent et l'empêchent d'être moralisateur. Bien sûr, il faut souligner que depuis sa création, le personnage du Bat s'est calmé sur la violence. Alors qu'il n'hésite pas à franchir le pas, il s'est fixé la limite de ne plus jamais prendre une vie. Notre personnage semble développer donc un semblant d'éthique. Et il va sans dire que le comportement du justicier peut sembler logique. Pour certains, Batman est aristotélicien. Représentation concrète de la pensée du philosophe Aristote, il se met en opposition directe avec celle de Superman. Mais qu'est-ce que ça signifie être aristotélicien? Pour bien comprendre le fonctionnement de pensée du personnage, imaginons une situation. Le Joker est en ville, dans un entrepôt et une télécommande à la main, prêt à faire exploser Gotham. Le Chevalier Noir se trouve à l'extérieur et tout ce qui le sépare de son ennemi est une bande d'hommes de main. Nous savons tous à l'avance que Batman n'a pas l'intention d'entrer et de voler gentiment la télécommande. À coups de grands coups de poing, il se ferait un passage jusqu'au clown et réduit en bouillie le visage et les différents membres de ceux qui lui barrent la route. Ainsi s'exprime la justice du Batman. Dans cette situation, il ne se posera pas la question de pourquoi et du comment l'homme est arrivé là. Son cerveau ne fera qu'un tour et il va définir que s'il est là, c'est pour mettre le bazar dans sa ville. Batman vit dans une réalité où le bonheur des innocents est l'élément important de notre monde, au détriment d'une science abstraite confinant le comportement et empêchant d'agir la morale. Dans cette optique, il se présente porte-parole de la justice. Il est vrai qu'il lui arrive de l'avouer face au commissaire Gordon, il ne nie pas les règles de conduite. À l'image de ses détracteurs, il utilise des moyens peu honnêtes, mais la raison qui, psychologiquement, excuse son comportement auprès du peuple est sa manière d'agir. Le héros de l'ombre se présente lui-même comme la représentation de la justice vertueuse. Il fait le mal pour obtenir le bien et ne se soucie pas des dégâts, mais du résultat obtenu. De son point de vue, il est la morale qui frappe les méchants, il est l'incarnation de la justice, il est le défenseur du peuple, il est le Batman. Vous l'aurez compris, ces super-héros ont deux manières de penser totalement différentes. Dans un monde où la violence règne en maître, que ce soit dans les rues ou dans l'espace, il est difficile de faire respecter la justice. Et il est d'autant plus difficile de le faire en respectant la morale et les mêmes règles que chacun. Si des lois régissent notre société, c'est pour mettre fin aux instincts primaires de l'homme et surtout pour ne plus tomber dans le cercle vicieux provoqué par la loi du talion. Celle-ci que l'on peut résumer en une phrase, œil pour œil et dent pour dent. Ainsi, notre vie cadrée par des règles strictes permettent à chacun de vivre avec les mêmes restrictions que l'ensemble de la communauté. La violence est proscrite. La seule exception est bien sûr détenue par l'État qui gouverne, à qui l'on attribue le monopole de la justice musclée, à la condition que celle-ci soit utilisée légitimement pour régler un conflit, par exemple. Or, si un héros arrivant de nulle part se désigne légitime de faire usage de la violence pour faire régner sa propre vision du juste, il agit lui-même contre le fonctionnement de la société. La justice se veut neutre, impartiale et demande parfois réflexion et avis variés pour définir la gravité d'un acte. Pris dans le feu de l'action, celui se disant justicier ne peut prendre en compte tous les éléments
qui entre en cause et vient briser toute possibilité de justice. Un manque de discernement et une infraction aux règles sociétales de notre monde ne font-ils pas de notre héros l'ennemi d'État? De plus, cette justice instantanée, provoquant souvent de graves lésions, peut chambouler des vies. En gardant notre définition et en considérant la morale comme étant un ensemble de règles de conduite considérées comme bonnes pour la société, le principe même du super-héros devient caduque. En réalité, le super-héros pourrait être bénéfique à notre société et au respect de ses règles. Cependant, il devrait tout de même faire des concessions car il est nécessaire que leur intervention soit cadrée. Même si ce cadrage ne plaît pas à la plupart des héros de comic book, comme l'a si bien montré la saga Civil War, où la question est posée, cette condition est nécessaire au bon déroulement de la justice et surtout au respect moral des individus. Dans un monde hypothétique où le gouvernement met en place une police composée d'un groupe de super-humains capables de faire des choses extraordinaires, que faudrait-il mettre en place pour respecter le bien-être de chaque individu? Avec le manga My Hero Academia, on nous apporte des éléments de réponse. Tout d'abord, c'est la formation qui est la plus importante. Prenant en compte chaque situation, chaque victime collatérale et chaque dégât de structure, les malfaiteurs pourraient être arrêtés sans problème et une justice pourrait être appliquée efficacement. Évidemment, cette utopie a elle aussi ses limites. Dans l'hypothèse où les héros sont contrôlés et entraînés à agir de manière morale et juste, pouvons-nous être sûrs que ça soit toujours le cas? Il est vrai que l'utilisation contrôlée de pouvoir peut entraîner des frustrations, à l'image de notre monde actuel où, malgré les entraînements en école de police, les forces de l'ordre peuvent parfois avoir des déviances, les super-héros pourraient provoquer des désastres en cas de non-respect des règles de procédure. Et une personne capable de choses surhumaines qui dévie des règles, cela peut engendrer des désastres bien plus gros. Pour finir, l'éthique ne peut être négligée si l'on veut respecter un sens de justice. Nous vivons dans un monde où la morale offre la chance d'être libre sans empiéter sur la liberté des autres. Le respect de celle-ci permet le bon fonctionnement de notre société, cependant il est toujours important de savoir si, à l'inverse, l'exercice de la morale est en adéquation avec les lois fondamentales de notre monde. Car même si l'éthique représente par définition le bien, la morale est-elle toujours juste ?